Le 22 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau. Le monde met à l'honneur la ressource la plus essentielle à la vie et se demande comment la préserver, comment la partager. En la vendant aux plus offrants, comme le pétrole, ou en considérant que l'eau est un bien commun, comme l'air. Deux chercheurs spécialisés en droit de l'eau, François-Xavier Saluden et Jenny Vega Cardenas, nous en parlent, mais d'abord, une brève mise en contexte. Mark Twain disait que si le whisky se boit, l'eau se convoite. On parle de l'eau comme de l'or bleu, le nouveau pétrole, source de la vie, mais aussi de nombreux conflits dans les zones où elle vient à manquer. Répartie inégalement sur la planète, l'eau est une ressource non substituable et pourtant, elle est essentielle à la vie. Nos vies dépendent de la santé des océans et les océans traversent une crise historique qui est la conséquence du réchauffement climatique. Au Canada, on la vend en bouteille mais on ne l'exporte pas vers des pays asséchés. Ressource paradoxale, l'eau est difficile à encadrer juridiquement. Certains chercheurs veulent la définir comme un bien commun de l'humanité, alors que d'autres y voient un bien économique à commercialiser. Il n'y a plus l'eau, le robinet même devient devenu sec. Quand tu ouvres même là, rien, c'est cafard qui sort dans le robinet, là, vraiment on a besoin d'eau. Au cœur de la plupart des conflits en question, les eaux transfrontalières font l'objet des débats politiques internationaux. La Convention des Nations Unies de 1997 conclut que la question de la gestion des eaux transfrontalières relève d'une souveraineté territoriale réduite, qui prône la responsabilité sociale des États. On retient que l'État est libre de concevoir des projets de mise en valeur de l'eau qui coule sur son territoire, mais doit s'efforcer de ne pas porter atteinte aux intérêts des autres pays riverains du même cours d'eau. En 2000, la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright affirmait envisager de constituer une alliance globale de sécurité de l'eau sur le modèle de l'OTAN qui se chargerait de travailler à gérer de manière sage l'eau transfrontalière. Finalement, en 2000, l'eau a été définie comme une marchandise au second Forum mondial de l'eau à La Haye. Aujourd'hui, nous recevons deux chercheurs de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, François-Xavier Saluden, chargé de cours, et Jenny Vega Cardenas, conseillère en développement international. Bienvenue à Arrêt sur le monde à tous les deux. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, on a vu dans le topo d'ouverture que finalement, il y a une décision qui a été prise. L'eau est vue maintenant comme une marchandise. C'était quoi la conséquence de cette décision-là? Mais en fait, on doit penser qui a pris cette décision-là? C'est le Forum mondial de l'eau, que c'est un forum créé surtout par des lobbyistes qui travaillent dans les techniques de l'eau. Donc, c'est certes certains gouvernements qui sont intéressés à faire de la ressource un bien économique. Et ces débats-là datent depuis, ça a commencé environ 2006 dans le Forum économique, le Forum mondial de l'eau créé au Mexique. Donc, à chaque Forum mondial de l'eau, il y a toujours cette bataille entre le fait de déclarer l'eau comme une ressource économique vis-à-vis sa reconnaissance comme droit humain à l'eau. Donc, même si c'était reconnu comme une marchandise, j'imagine que ça ne clôt pas le débat. Non, les débats continuent et c'est toujours, et ça revient sur la table de travail parce que c'est une question de conciliation d'usage. C'est parce que l'eau est certes un facteur de production, mais c'est aussi un droit humain. Mais en plus, c'est un milieu de vie. Donc, on a oublié ces côtés des milieux de vie, c'est-à-dire que ce n'est pas juste pour l'humain, ce n'est plus juste un droit humain, mais aussi dans le futur, ça va être un droit des autres espèces, avoir leur milieu de vie, leur habitat. Donc, c'est certainement que la balance, depuis très longtemps, a penché vers les secteurs économiques, seulement comme facteur de production, mais de plus en plus, on essaie d'équilibrer la balance pour vraiment rentrer en conciliation les grands usages, tous les usages de l'eau. D'un point de vue pratique, on regarde comment font les États aussi. On voit que si la question de dire, par exemple, une bouteille d'eau, c'est un produit, et on a des droits de pompage, tout est assez établi, mais dès qu'on parle de transfert d'eau en vrac, on voit là que les États sont beaucoup plus réticents à fixer un prix à l'eau. Une fois seulement, dans les relations entre la Turquie et les États de Turquie et d'Israël, on a mis un prix à l'eau, un prix au mètre cube. L'Afrique du Sud, avec le Lesotho, ont absolument refusé de mettre un prix à l'eau tout en ayant des royalties indexées sur la quantité d'eau. L'ensemble des autres États sont beaucoup plus prudents sur l'idée de dire on va mettre tel prix à telle quantité d'eau transférée en vrac. Donc les groupes d'intérêt poussent sur cette question-ci. On voit que les États sont beaucoup plus prudents. Et pourquoi cette réticence-là à mettre un prix à l'eau? On n'a pas de réticence à mettre un prix au pétrole? Dans le cas d'une ressource qui n'est pas substituable, la marchandisation et l'extraction de l'eau du milieu a des conséquences qui sont directes. Et on ne peut pas remplacer l'utilisation de l'eau par quelque chose. On ne peut pas boire autre chose que l'eau pour satisfaire nos besoins en eau. On ne peut pas arroser autrement qu'avec de l'eau douce, pas de l'eau salée. On ne peut pas abreuver
les animaux avec de l'eau douce, pas de l'eau salée. Donc cette non-substituabilité crée un enjeu tout à fait particulier, un caractère très unique à l'eau. Une des plus grandes inégalités, c'est la distribution de l'eau. On regarde que 23 pays dans le monde ont à peu près presque toutes les réserves d'eau douce. Quels sont les défis qui sont liés à ça? Oui, les pays qui sont choyés en ressources en eau, comme le Canada, qui détiennent les 7% des eaux douces de la planète, ils ont un devoir de responsabilité envers le monde, parce qu'on est tous dans la même planète. Donc, on a un devoir de la conserver, de la protéger, et on peut donner l'exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on peut la gaspiller, qu'on peut la polluer, et puis ne pas donner cet exemple-là de la protéger. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'exporter là où il n'y en a pas. On parlait de la question de l'exportation pour des questions humanitaires parfois. C'est parce qu'en ce moment, le Canada n'exporte pas d'eau. Non, c'est vraiment voulu ainsi, étant donné qu'on veut protéger l'eau et la garder comme milieu, mais pas comme marchandise. Parce que si je la mets à l'exportation, ça change sa nature. On ne parle plus des milieux de vie, de l'eau comme une chose essentielle, mais je veux parler d'une marchandise que je vais mettre en bouteille. Certes, il y a un petit chemin qui a été ouvert pour les bouteilles de 20 litres et moins pour l'exportation, mais on n'a pas dit la quantité de bouteilles qu'on peut exporter. Donc, c'est sûr qu'il y a une petite brèche qu'on a ouverte pour l'exportation de l'eau, mais dans le milieu naturel, elle n'est pas considérée comme une marchandise au Canada, ni au Québec. Et au début des années 90, il y a eu des tentatives d'export d'eau. Immédiatement, les provinces canadiennes ont établi un moratoire qui a été suivi ensuite par une déclaration des 3 États, mexicains, américains et canadiens, pour donner un statut particulier à l'eau, ou au moins clarifier le fait que l'eau en vrac n'est pas une marchandise. Et cette idée de statut particulier a été reprise dans les négociations de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Mais là, il n'y a pas des entreprises qui utilisent en fait tous ces beaux mots, que ce n'est pas une marchandise, pour faire de l'argent en extrayant l'eau canadienne, en la mettant en bouteille et en payant presque pas de redevance. Quelle est votre position par rapport à ça, par rapport notamment à ces Coca-Cola, je pense, qui embouteillent énormément ici? Oui, ça c'est une très bonne question, parce qu'en fait, quand on déclare et on confirme le statut de l'eau comme étant une chose commune, non appropriable, hors commerce, donc on voit, c'est finalement les free riders qui disent, bon, mais elle est gratuite, donc je peux l'exploiter, l'embouteiller gratuitement. Donc on dit non, parce que c'est une chose commune, c'est-à-dire que, oui, certes, on ne peut pas, elle n'est pas un bien commercial, mais si vous l'utilisez comme facteur de production, la moindre des choses, c'est de donner des redevances pour la communauté, parce que c'est une chose commune, ça appartient à la communauté. Donc, c'est normal de donner des redevances pour cette utilisation. La seule chose, c'est que les redevances étaient un peu irrisoires en 2011, avec les règlements sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau, qui va établir vraiment, c'est un pourcentage minime 0,0025 par mètre cube pour l'utilisation des processus de fabrication où on utilise l'eau comme facteur de production et 0,07 par mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres d'eau, pour les activités où l'eau s'incorpore, c'est-à-dire l'eau en bouteille, le Coca-Cola. Donc c'est un petit peu plus élevé, mais on n'arrive pas encore à en dessous. Mais on voit que c'est irrisoire, on voulait les habituer tranquillement, mais depuis 2011, on n'a pas monté les tarifs. Donc on a quand même un écart et on a beaucoup de travail à faire sur cette question de la redevance liée à l'eau. Ce n'est pas nécessairement un prix pour ne pas l'interpréter comme marchandise, mais c'est plus une redevance pour compenser la nature et les communautés. Et si on inscrit le Québec dans tout ça, l'Ontario a connu une hausse de la redevance qui fait que la redevance ontarienne est 7 fois, celle québécoise, la mexicaine est 15 fois, celle québécoise, l'italienne est 28 fois. La québécoise, la France, à peu près 70 fois la québécoise, et le Danemark est peut-être là où la redevance est la plus élevée, on est à 142 fois la québécoise. Donc il y a un grand champ de développement. Qu'est-ce qui fait que le Québec, est-ce que le Québec se penche là-dessus et compte changer sa pratique? Le Québec a fait ce travail en 2010 et 2011. Volonté a été prise, je pense, de ne pas appliquer l'indexation de cette redevance. C'est un sujet qui reste tout à fait dans l'actualité, qui a été relevé quand on a adopté cette nouvelle stratégie québécoise de l'eau. Est-ce qu'on a des mouvements concrets, positifs aujourd'hui? Non. C'est quelque chose qui est toujours vif. Quand on regarde la gestion de l'eau, quels sont les autres grands défis auxquels on doit absolument faire face si on veut éviter, on parlait dans l'introduction, de conflits qui semblent assez imminents là, sur certaines questions de l'eau?
Oui, en fait, comme je disais au début, il y a la manière comment on conçoit l'eau. Donc, on a toujours conçu comme une ressource naturelle, c'est-à-dire utile seulement à l'homme. Ensuite, et surtout aux activités économiques. Ensuite, on va pencher la balance un peu sur les droits, la reconnaissance du droit humain à l'eau. Donc oui, certes, c'est un but économique, mais aussi humain pour la survie de l'homme. Mais aujourd'hui, on doit aussi concilier les milieux de vie qui commencent à être, avec les changements climatiques, plus pressants, en disant on doit conserver notre environnement. Donc le grand défi, c'est d'arriver à faire une gouvernance où on peut faire une véritable conciliation de ces trois volets de l'eau, finalement. L'eau comme ressource économique, l'eau comme droit humain et l'eau comme milieu de vie. C'est là où on passe à un nouveau paradigme qu'on propose, peut-être on verra un petit peu plus loin, sur la reconnaissance des droits de la nature. Et comme dit Jenny Cárdenas, c'est vrai que les changements climatiques sont un défi. Sur un plan juridique, pourquoi ? Le droit est essentiellement un outil de prévisibilité. Ça sert presque qu'à ça, je dirais. Face à l'eau, on n'arrive pas à prendre ce qu'on appelle la variabilité hydrologique, qui est d'ailleurs très bien travaillée à la faculté de droit, Hugo Tremblay notamment. Et cette variabilité hydrologique révèle un droit qui est en réaction. On va être sur un droit, par exemple un déplacement de cours d'eau, on va avoir un ajustement ex post des propriétés, mais on n'a pas de capacité de prévoir, de prendre le devant sur cette variabilité hydrologique. Donc c'est un gros défi. Comment est-ce qu'on prend ça en cause? Dans les autres gros défis, donc, il y a ce que disait Jenny, la question de la gouvernance, donc de l'intégration des usages. On ne partage plus juste une ressource, on partage des intérêts autour de cette ressource. Il y a cette variabilité hydrologique, et puis, vous le disiez, on parle de conflit. Eh bien, il y a cette question très difficile de dire il ne manque pas d'eau sur Terre. Qu'est-ce qui manque d'un point de vue global, mondial? Qu'est-ce qui manque? C'est d'un point de vue local, une adéquation entre le besoin humain et la disponibilité de l'eau à cet endroit. Et on voit qu'il y a des sécheresses, on voit qu'il y a des famines, on voit qu'il y a des populations qui sont vraiment assoiffées d'eau. Et la question, c'est est-ce qu'on déplace l'eau, et pardonnez-moi de le dire comme ça, est-ce qu'on déplace l'eau ou est-ce qu'on déplace les humains? L'eau est peu efficiente à déplacer, et donc il y a un effort juridique à faire et un défi pour les États, c'est d'accepter les migrations, de comprendre ce besoin de migration et peut-être d'encadrer. Madame Vega, vous-même, vous vous battez un peu pour faire reconnaître le Saint-Laurent comme un sujet de droit. Pourquoi? Oui, effectivement, nous avons écrit un article avec le professeur Daniel Thorpe et une autre collègue en invitant le Québec à penser à déclarer le fleuve Saint-Laurent comme sujet de droit. En fait, ces déclarations ont commencé en Nouvelle-Zélande et ont continué en Inde, en Colombie, d'où je suis originaire. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on attire l'attention dans un fleuve. Et on dit, il a besoin de protection. Il devient une personne vivante qu'on doit entendre. C'est lui donner une voix au fleuve. C'est ça qu'on vise avec le fleuve Saint-Laurent, c'est lui donner une voix. Et nommer des gardiens pour qu'ils puissent le représenter, parce que c'est sûr qu'il ne peut pas parler par soi-même, mais qu'il y ait des gardiens, des personnes comme des autochtones, des communautés riveraines, des experts, qui puissent penser à l'intérêt du fleuve, au-delà de tous les intérêts économiques qui sont autour du fleuve. C'est-à-dire que le fleuve pourrait lui-même aller devant la cour et se présenter en tant que sujet en disant « ce que vous faites là, ça va contre mes intérêts ». Exactement, ça me cause préjudice. Donc c'est un peu comme un enfant. L'enfant, il a des droits, mais il n'a pas des obligations. Mais on a l'obligation de veiller au meilleur intérêt de l'enfant. Donc, ça serait de veiller au meilleur intérêt du fleuve Saint-Laurent. Il y a aussi cette idée d'inscrire le fleuve et l'eau non pas comme une ressource, mais comme un élément de vie. Elle parlait des gardiens, elle parlait des tuteurs, c'est rapprocher l'eau de la communauté. Il y a des liens culturels, ce n'est pas juste des liens de survie qui existent. Et donc cet observatoire, pas organisme, cet observatoire international sur les droits de la nature, je pense que c'est une initiative qui doit vraiment faire étape, et il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. En tout cas, merci beaucoup tous les deux pour votre présence à l'émission.